Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. La voiture qu'on va essayer, la voiture dont on va mesurer les consommations et calculer les autonomies, c'est, vas-y, je l'avais en entier. L'Audi A6 Sportback. Performance S-Line. Voilà, c'est long. Fiche technique. Et les specs, les voici: autonomie WLTP 750 km, batterie 94,9 kWh net avec une chimie NMC. La puissance est transmise au roue arrière. Et puisqu'on parle de puissance du moteur, 280 kW, soit 381 chevaux pour un couple de 565 Nm. Ce petit bazar rabat le 0 à 100 en 5 secondes 4 et propulse la voiture jusqu'à une vitesse de 210 km/h malgré un poids à vide de 2175 kg. Au niveau de la recharge en AC, puissance max 11 kW en triphasé, puissance de recharge maximale en DC 270 kW car la plateforme est en 800 volts. Ça donne une recharge de 10 à 80% en 21 minutes. Le prix de base de cette version grosse batterie performance est de 77 170 € et le prix du modèle essayé, bouchez vos oreilles si vous êtes sensible, 101 200 €. Voilà. Donc, sur la vignette de la vidéo, vous avez vu, on dit oui, mais. Ah, oui. C'est un peu ce qui ressort souvent quand on essaye cette Audi A6. Vous allez le voir pendant l'essai. On aime, mais voilà. Et c'est un peu ça à beaucoup de choses en fait. Donc le Ioniq 28 Challenge, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un protocole de mesure des consommations et des autonomies des voitures électriques dans lequel on part avec deux voitures, l'Audi A6 et la Mais oui, il n'y a pas un Ioniq 28 là. Ouais, parce que aujourd'hui, vu que c'est une voiture qui est un peu complexe, il y a beaucoup de choses à dire, on a décidé de faire ville-route ensemble dans la voiture. Histoire de pouvoir vraiment échanger, parce qu'il y a des choses à montrer, des choses à expliquer, des choses à filmer en même temps. Par contre, pour l'autoroute, vu que c'est là où on veut vraiment la comparer aux autres, bah là on va faire intervenir la Ioniq 28, elle nous revendra sur la route. Ouais, parce que je pense que l'autonomie ville-route avec une batterie de 95 qu'on fasse kWh, 600 ou 750 km, je dirais qu'en ville, bon. voilà, on peut se permettre d'être un petit peu dans la marge d'erreur. Voilà. Et donc, à la fin du trajet, on compare les consommations de la Ioniq 28 et de l'Audi A6 et on classe cette voiture dans notre classement. On a déjà 45 voitures, ça va être la 46e, non, la 47e. Mais tout ça, on vous l'explique à la fin de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que c'est grâce à vous qu'on a pu avoir cette voiture à la fin d'un essai presse et pour la regarder 10 jours, contrairement à avoir un petit essai dans l'après-midi. Donc c'est grâce à notre crédibilité et donc notre crédibilité en dépend de vous. Et également, voilà, et également nous suivre sur Instagram. Parce que sur Instagram, il y a un peu toute l'actualité. Voilà, d'ailleurs, je vais poster une photo, allez. Ah. Petite photo d'Alex sur Instagram. Attends, je vais le mettre en grand angle pour la voir. Waouh. Voilà, allez, je poste cette photo sur Instagram. Comme ça, nos abonnés, ils savent qu'on est en train de l'essayer. Moi, perso, j'aurais bien voulu l'avoir en version break, c'est dommage. Parce que s'il y avait un break à avoir, c'était une Audi, quoi. Bon, et ben Alex, moi je te propose, une fois n'est pas coutume, de commencer par un petit tour de la voiture. Je déplace la caméra pour avoir un peu plus de champ. Alors déjà, moi, extérieurement, je la trouve vraiment magnifique et toi, t'es un peu moins... Alors, moi, j'aime cette partie avant, j'aime beaucoup la partie avant. Non mais franchement, c'est d'une agressivité. J'aime ça, j'aime cette grosse fausse calandre qui en impose. Par contre, je trouve ça se dégrade un peu vers l'arrière, qui la rend un peu plus pataude ou lourde, tu vois. J'aime pas ce bombé de feu comme ça. Je sais pas, Tu dis n'importe quoi. Et donc c'est une version avec une option black où on a les coques des rétros, un petit peu tout en noir, les poignées de porte, etc. C'est vraiment canon. Les jantes, c'est du 20 pouces. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il n'y a pas d'histoire de poignée automatique ou quoi, c'est de la poignée... Ouais, mais c'est de la poignée électrique. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas de gâche. C'est vraiment, tu mets tes doigts, tu appuies un petit peu et ça s'ouvre. D'ailleurs, ça bouge même pas. Il n'y a pas de poignée. C'est du tactile, en fait. Ouais. Il y a quand même une pression, quand même. Ouais, mais il y a une pression, mais il n'y a rien qui bouge. Oui, mais regarde, si je le fais plusieurs fois, Oui, mais il y a... mon doigt est déjà dessus et il faut que j'appuie, quand même. C'est tactile. C'est pas tactile, c'est juste tu touches. Là, il faut faire une pression. Ouverture main libre, c'est-à-dire sans les clés, voilà, ça s'ouvre. Mais aussi avec le téléphone. Il y a la clé sur téléphone comme chez Tesla. Je l'ai activé sur mon téléphone. Ça marche, mais parfois, il faut attendre un petit peu. Comme Tesla au début. Tesla s'est amélioré avec le temps. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment ouvrir la voiture et partir avec la voiture. Il n'y a pas besoin des clés du tout. C'est trop bien. Ça, c'est vraiment trop cool. Et ça marche tout le temps. C'est juste que des fois, on attend un tout petit peu. Et pour fermer, quand on part, pour verrouiller, on passe... c'est tactile, là, pour le coup. Ouais, voilà. Et là, ça verrouille la voiture. D'ailleurs, il faut faire ça, parce que sinon, elle se ferme pas. On regarde le coffre. Alors, déjà, le coffre, Ouais, alors on peut le faire avec le pied. Ouais, mais vas-y, fais-le avec le pied. Alors là, de nuit, il y a un truc qui s'éclaire, je pense Ouais, que mais t'as on le fait voit là, regardez. On le voit là, il est là. Donc, faut mettre un coup de pied entre les deux trucs noirs là. Voilà. Voilà, mais ça fait ça. Voilà. Je ne comprends pas. Mais ça fait péter un câble, ça. Ah, c'est bien fermé cette Vas-y, fois. réessaye. Voilà. Faut le faire en mode furtif, attends. Vas-y, Sur le casse-toi. Cours. Non. Là, Audi, il va falloir nous expliquer comment ça fonctionne. Vraiment, je percute. Attends. Ah, faut le faire de côté, ça se trouve, faut le faire ici.
Ouais, Je ne comprends pas. Des fois, même en l'ouvrant à la poignée, ça le fait. Non, ça le fait. Ah, il y a un délire, je comprends pas ça. Et l'autre délire, c'est quand tu le fermes. C'est que tu le fais. Et là, ça sonne pendant 10 minutes. Et là, tu fais, bon, bah, ok, il se passe pas, ça marche pas. On dirait un engin de chantier qui recule. C'est ça, là, c'est hyper discret. Et là, voilà. Et non, ça va se fermer, hein. Attendez, hein, ça va vraiment se fermer. Non, mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est inutile. Non, ça vraiment. Bon, par contre, voilà, au-delà de tout ce petit problème avec le pied, c'est qu'il y a quand même le bouton de fermeture et le bouton de verrouillage complet de la voiture, que ça, je trouve très très bien. Ouais. Qui est souvent très On pratique. ferme le coffre et ça ferme toute la voiture. Oui, mais, pourquoi il y a ça? C'est parce qu'il n'y a pas de fermeture à l'éloignement sur cette voiture, ce qui est super relou. Après, non, c'est pas super relou. Je suis habitué, alors du coup, moi, Non, mais je retire ce que j'ai dit. C'est pas super relou. Il n'y a pas trop de lumière, en fait. Mais c'est une voiture à 100 000 €. Ça mériterait des trucs un peu tech qu'on retrouve sur d'autres voitures quand même. Bon, sinon, on a un coffre qui est quand même assez grand, avec des rangements sur les côtés. Le golfeur il y a même un petit filet. réussira à mettre son Je suis pas sûr. sac. Ah si, en travers là. Ah, ça va si large que ça quand même. Il y a un sous-coffre, mais là il est pris par le... Là c'est le local technique là. Ouais, là c'est vraiment, t'as pas envie de mettre quelque chose dedans quoi. Tu dis je vais poser là, je vais faire un court-circuit, vaut mieux pas. Par contre, dans cette voiture, il y a un truc qui est vraiment génial. Ça se passe à l'avant. Il y a un frunk, oui, on mais... vous le dit tout de suite. Il y a mais... un frunk. Voilà. Il y a un truc qui est super relou dans les frunks, et même chez Tesla, c'est que, voilà, un coffre à l'arrière, t'arrives, t'actives la poignée, il s'ouvre. C'est super pratique. Et il n'y a aucune voiture où tu peux ouvrir le frunk, t'es là, t'es dehors, tu veux ranger un truc. Les mecs Tesla, ils vont dire, ah, mais sur l'appli, j'appuie, il y a plein de Non, faut pas d'appli, il faut que tu puisses l'ouvrir de là. Et là, ce qui est top, c'est que tu mets ta main là. Bon. Là, ce qui est top, c'est que tu mets ta main là. Non, mais juste une petite caresse comme ça. Ouais, tu sais pas faire, c'est tout. Donc là, ce qui est top, c'est qu'on fait juste une petite caresse. Voilà. Ça déverrouille et on se dit tiens c'est top. Oui, mais ils ont quand même laissé un petit loquet à devoir lever et ça c'est un peu dommage. Ben ouais, c'est trop bête. Mais par contre, ça pour le coup c'est une super idée. Et le frunk? En sachant qu'on est en version propulsion là. Voilà, c'est pas... Donc je sais pas si en 4 roues motrices il est pas plus petit. Disons que c'est bien pour mettre les câbles quoi. Ça c'est très très bien. Il y a un autre truc qui est trop cool, c'est les trappes de recharge. Parce que j'ai dit les trappes de recharge, c'est pas une erreur. Alors là, on est en train de charger, donc on va pas vous faire la démo, mais j'ai déjà filmé, donc je vous montre. Donc là, on a une trappe à gauche où il y a le CCS et le T2 normal. Et en plus, ce qui est cool, c'est que le CCS, c'est un petit clapet comme on montre là. Et quand on charge et qu'on retire la prise CCS, le clapet se referme automatiquement. Donc ça, c'est top. Et on a aussi un petit bouton ici pour... on appuie dessus et ça relâche la prise. Si on est avec la clé à proximité, forcément. Ça, on aime trop. Et donc de l'autre côté, on a une autre trappe, mais on n'a pas le CCS. Après, il n'y en a aucune qui font CCS des deux côtés jusqu'à maintenant. Le oui mais, c'est que les trappes sont quand même hyper lentes à s'ouvrir. Enfin, je pense que c'est les plus lentes de celles qu'on a pu voir. C'est incroyable. Et même quand on la referme, on la repousse un peu, on sent que ça manque de premium quand on s'attend. Cela dit, après, elle se referme automatiquement. Le fait d'avoir une T2 de chaque côté, c'est trop cool. Parce que suivant la dispo de ton garage, la borne, si tu te charges en te garant contre un trottoir ou pas, etc. Il y a toujours la prise au bon endroit et ça, c'est vraiment trop cool. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si, il y a des lave-phares, mais ça... Ah oui, il y a des lave-phares. Ah, bon. Si, on peut faire un truc. Tu veux faire une cinématique, là? Ouais, je veux voir les phares. Ouais, on va vraiment le voir là 2 jours, là? Je sais pas. Il n'y a pas la clé? Ah ouais. Oui, bah c'est pour ça qu'il va pas réussir. Tiens, on vous montre la clé? Alors pour du haut de gamme, il m'attendrait à mieux quand même. Oui, Laurence a été assez déçue quand elle l'a eu dans la main. Mais je te rappelle que tu nous montres la clé de ta voiture, toi? Donc ici on a plein d'affichages différents. Donc on peut choisir différents modes ici d'éclairage ici et pareil à l'arrière. Enfin c'est surtout à l'avant que ça change. Le logo, je l'ai pas vu s'allumer. Peut-être qu'il s'allume. Et à l'arrière, gros bandeau lumineux. Pareil, on peut changer un tout petit peu les feux. Il y a une vidéo très bien de simplement Julien qui explique un petit peu le fonctionnement de ces feux arrière. Et donc là par contre, il y a le logo éclairé. Bon voilà, je te propose de passer à l'intérieur. Allez. Bon, eh bien, nous voilà à l'intérieur de cette Audi A6. Déjà, alors, première chose à noter, les poignées sont à 600 km. Alors, surtout le conducteur. Ce conducteur, c'est ici. Encore celle-là, ici, c'est un peu plus naturel. C'est différent, toi? Mais oui, là, tu l'attrapes là, donc c'est un peu plus naturel. Faut que je montre. Là, de ce côté-là, c'est assez naturel, tu l'attrapes ici. Alors que moi, faut que je l'attrape ici, là. Et c'est vachement loin. Et en plus, faut savoir que c'est là, quand même. Donc, voici l'intérieur d'une voiture à 102 000 €. Alors, c'est des beaux matériaux, c'est assez moussé, c'est voilà, bon, il y a du piano black, ok. Ouais. Là, c'est du plastique dur, c'est du beau matériau, oui. Ouais, mais
Est-ce que ça fait voiture à 102 000 balles? Pour moi, non. Moi, c'est ce matériau-là là, que j'aime pas. Là. Sinon, quand même, on est bien installé. Les sièges, ils sont cool. Bon, là, on a un énorme écran. Alors, c'est le système MMI, si je dis pas de conneries. Énorme écran ici. Écran devant le volant. En option, on a le tête haute. Alors là, il n'est pas affiché, on vous le montrera tout à l'heure. Et il y a un écran devant Alex. Du coup, en option aussi, je suppose. Alors là, par contre, ce qui est cool, c'est que l'écran, dès qu'on commence à rouler, il se floute. Enfin, il se floute pour le conducteur. Ouais. Et quand on s'arrête, il redevient net pour le conducteur. Et pour le coup, ça marche vraiment bien. Contrairement à ce qu'on a pu voir sur Xpeng où Sur le tu G9. te dis, comment ça veut passer l'homologation? Ouais. Là, non, quand tu roules, le conducteur, il voit vraiment rien. Même tu m'as dit de nuit, tu as testé. De nuit, on voit pas vraiment, c'est mieux que Xpeng, quoi. L'OS, ici, on va en parler 5 minutes. Parce que l'OS, moi, je le trouve vraiment bien. C'est basé sur Android Automotive, mais sans les services Google, il n'y a pas OK Google. Voilà. C'est le mien que t'as déclenché. J'ai déclenché tous les téléphones. T'adores ça, c'est ton petit kiff. J'adore. Ouais. Par exemple, j'aimerais pas dire dis Siri, parce que les gens sur Apple, ils pèteraient un câble. Tu vois. Ouais. Donc Android Automotive, très bien. Avec donc l'intérêt d'Android Automotive, c'est que ici on a un store dans lequel on peut télécharger pas mal d'applis. Il y a moins d'applis que chez Renault. Il n'y a pas Canal+, voilà. Par contre, il y a Énergie Belgique. Donc, il y a quand même Spotify, Tidal, TuneIn. Mais par exemple, toi qui écoutes YouTube Music, il n'y a pas. Il y a Deezer, il y a Amazon Music. En fait, il y a que, il manque que Apple et YouTube Music. Et après, il y a Vivaldi. Donc ça, c'est un browser qui permet d'accéder à tous les trucs en streaming. Et YouTube et DAZN. Par exemple, j'ai regardé la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs dans la voiture. Donc moi ce que j'aime bien c'est les OS sur lesquels t'es pas obligé de mettre ton téléphone en Apple CarPlay parce que l'OS il est suffisamment performant pour suffire à lui-même. Et c'est le cas ici pour moi. Oui, mais les designers Audi, où sont-ils? C'est quand même très fouillis je trouve. Mais c'est moche. Alors là c'est le menu. Alors le menu il est pas mal parce que par exemple si je veux prendre Spotify, je le mets par exemple ici à la place de la radio. Ça marche. Mais putain, les designers Audi, vous avez jamais vu un iPad? C'est pas très très sexy quoi. C'est ultra fouillis, il y en a partout. Et il y a aussi un autre truc, c'est que le système, après, c'est le cas sur beaucoup de modèles, mais il met quand même un peu de temps à démarrer. Ouais, grave. Après, le système vital est actif, tu peux partir avec ta voiture, tu as besoin d'attendre que ça soit démarré. Mais par contre, pour accéder à certains menus, tu peux pas tant que ta voiture n'a pas complètement démarré le système. Grave. Par exemple, là, ce logo-là, ça, c'est l'assistant vocal. Ah bon? Ouais. C'est pas une notification? Non. Je t'avoue qu'à un moment donné, je croyais qu'il y avait un slider ici pour chercher voilà. Tiens, je pensais qu'il y avait ça. Voilà. Ici, l'écran, là, c'est pareil. Il y en a partout. Donc, ici, on a la partie régulateur. Ici, on a tout ce qui est freinage régénératif, enfin, mode de conduite. Là, par contre, il y a un truc qui est génial. C'est qu'on a la température batterie. Et ça, c'est super. Parce qu'on sait que sur cette Audi A6, pour qu'elle prenne sa pleine puissance, il faut qu'elle soit en gros à 30 degrés. Donc ici, si je me passe en drive, voilà, on sait qu'elle est en gros à 27 quoi. Et quand on va ici dans le menu recharge, pareil, ici on a la température batterie à 24. Je me suis trompé. Et il y a une... Oh là. Ça m'a fait très bizarre comme sensation, ouais. J'avais un peu oublié qu'on était en drive. On a une température batterie dans la voiture, c'est trop cool. Et un affichage permanent. Mais pour ça, il faut être en mode sport. En gros ici, dans ton drive select, il faut que tu sois en individual. Ici, tu choisis l'affichage de l'Audi en dynamique. Si je passe en balanced, c'est-à-dire en normal, je le perds. Bon, sinon, c'est une allemande. Donc, les Allemands, ce qui est bien, c'est qu'ils font tout pour faire plaisir aux conducteurs. Donc, il y a 250 millions d'options dans cette voiture. Vraiment, on peut tout configurer. Et puis, pour les aides à la conduite, alors là, il y a vraiment tout ce que tu veux. Tu peux vraiment customiser ta voiture aux petits oignons. C'est vraiment très cool. Et à l'arrière, on montre l'arrière. Vas-y, vite fait, mets-toi à l'arrière. Il y a de la place, mais moins que dans une Ioniq 6 par exemple. Ouais, un peu moins. Faut dire aussi que là, le siège, il est en accès confort. Et au niveau de la tête? Ouais, je passe. Hein. Par contre, il y a un tunnel central. Ouais, il fait quoi? Il fait 2-3 cm. Mais bon, du coup... Je vois que tes genoux. Là. Ouais, là, au milieu, par contre, vu qu'il est un peu surélevé, là, je sens que je suis proche du plafond quand même. D'ailleurs, je touche derrière, là. Je touche le feu stop. Là, je me fais une fracture du crâne si jamais il y a un accident. Et il y a les ceintures sont éclairées. Ah oui, ça c'est génial ça. C'est-à-dire les points d'ancrage des ceintures ici. Ils sont éclairés. Ils ont un petit contour LED, c'est hyper beau. Donc ça, c'est une bonne idée. Bon, retournons à l'intérieur. En option, on a un toit occultant. Je vous mets le prix ici. Enfin, un toit occultant. Non, un toit type Solar Bay Renault, ouais. En gros. Parce que, en fait, vous savez que sur la i17, il y a ça, mais c'est soit full opaque ou full transparent. Là, c'est comme le Solar Bay Renault. On fait ça et on désocculte. Alors, par contre, on peut l'arrêter où on veut. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Voilà. Et après, il y a le mode boîte de nuit. Là, j'ai vraiment pas compris le concept. C'est ça.
En fait, c'est qu'on peut mettre une bande sur deux et à chaque fois qu'on appuie, ça inverse les bandes sur deux. Donc c'est au choix. Personnellement, je préférais avoir un vrai occultant qu'un Solar Bay. Évidemment. On y va? Allons-y. Donc on se met en mode Ioniq 28 Challenge. Première chose, est-ce qu'il fait entre 15 et 25 degrés? Oui, ici. Il fait 22 degrés. Ensuite, on se met en mode normal, donc Drive Select, et on se met en confort. Ici, on voit qu'on a la hauteur de suspension, parce qu'on a une suspension pilotée. Par exemple, si je passe en dynamique, la voiture, voilà, là on va voir que la suspension baisse petit à petit pour arriver à ce niveau-là. En dynamique, la voiture est plus basse. En confort, on remonte. Et si on a envie, parce qu'on a un gros dos d'âne et qu'on a peur, etc., on peut appuyer sur ce bouton-là pour remonter la suspension. Température. Ensuite, température. Donc ici, on se met à 22. Et la régène. Alors la régène, quand on passe ici en drive, hop, on est en mode D et on n'a aucune régène. Donc, mais par contre, on peut le gérer avec les palettes. Voilà, il faut appuyer sur moins pour avoir plus de régène. Et moins ici pour retirer la régène. Et si on veut le one pedal, là il faut mettre en mode B. On remet un coup ici. Alors chez les concurrents, la lumière s'allume. Ouais, c'est assez perturbant ça, je trouve que ça allume pas. Il faut le voir au tableau de bord. Plusieurs fois j'ai eu le doute et en fait il est indiqué ici là. Et là quand on passe B, là on passe D, voilà B. Il faut savoir que quand on est en D régène max, c'est moins fort que le B one pedal. Bon allez, on attaque la ville, c'est parti. Avant de commencer, petite auto-promo. Si vous voulez une borne de recharge chez vous et vous savez pas à qui vous adresser, rendez-vous sur lachaînev.fr, rubrique pose de borne. C'est là, dans le menu là en bas. Vous tombez sur un formulaire, il faut le remplir pour détailler votre projet. Et une fois que vous envoyez le formulaire, boum, nous on vous met en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région. Ils vont vous appeler pour prendre rendez-vous, ils vont se déplacer, ils vont vous faire des devis. Et vous pourrez tranquillement comparer les prix et services et choisir le meilleur. Ou pas, parce que c'est sans engagement. Et en plus, c'est gratuit. Et ça marche aussi pour la pose de prise renforcée. Sachez que plus de 4000 personnes ont déjà demandé des devis via la chaîne EV. Alors pourquoi pas vous? Rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne. Vous pouvez aussi scanner le QR code là. Voilà, merci de m'avoir écouté. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste-de-Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. On passe en mode B et on va voir tout de suite si c'est possible de faire des manœuvres avec cette voiture en one pedal. Attends, je vais me mettre sur la route. Alors déjà, ah oui, il y a un truc. Pour régler son siège, c'est comme sur la Cyberster, il faut laisser son doigt sur la mémoire. Si je fais ça, ça fait ça. Ah ouais. Faut laisser le doigt jusqu'à temps que c'était pris ta position. Donc là, on avance tout doucement, on fait 10 cm. Là, c'était possible. Ouais, mais on sent qu'il y a en fait, on sent que l'électronique, il met un temps après à récupérer la régène pour mettre le frein moteur. Si tu dépasses une certaine vitesse, il va se laisser rouler un peu avant de s'arrêter. Et si tu dépasses pas une certaine vitesse, il te met un coup de frein assez cash. Là, si je fais tout doucement. Et c'est pas très agréable. Voilà, je trouve que le one pedal de cette voiture, il est pas dingue. Et si on se met en rampage, on est à... Ouais, c'est un rampage doux par contre. Ouais, par contre, je trouve qu'au feeling frein, du coup, tu le gères bien. Ouais, pour faire des manœuvres, je pense qu'il vaut mieux être en rampage. De toute façon, dès que tu mets marche arrière, il repasse en rampage. Donc il y a one pedal en marche avant, mais pas en marche arrière. On est vraiment sur un mode BMW en fait. Mais il y a du one pedal dans le groupe Volkswagen, parce que c'est rare quand même. Cette voiture, c'est un mélange entre du Volkswagen, parce que par exemple, la ceinture qui se tend quand tu démarres, c'est typiquement du Volkswagen, mais un OS qui n'est pas Volkswagen, et des aides à la conduite qui sont pas exactement les mêmes que chez Volkswagen. C'est un mélange de deux philosophies, c'est hyper bizarre. Est-ce qu'on a toute la régène à 100%? Eh bien non, comme chez Tesla et comme chez Volkswagen, ici on a l'indicateur de régène, enfin de puissance et de régène, et on voit que au niveau de la régène, ça s'arrête à environ la moitié. On n'a que la moitié de régène qui est disponible. Là, c'est indiqué en vert. Ok, on n'a pas toute la régène dispo, mais est-ce que la voiture compense pas par les freins? On ne sait pas. Parce qu'il y a des voitures qui ont une compensation hydraulique, c'est-à-dire que quand ça manque de régène, parce que la voiture, la batterie est trop pleine et elle peut pas faire une full régène. Ou pas à température. Voilà. Il y a des voitures qui compensent par les freins pour avoir toujours la même sensation de réduction de vitesse. C'était le cas de Renault en l'occurrence. Ah, et les petits bips. Alerte de survitesse, on a un petit bouton ici étoile. On a programmé dans le menu que le bouton étoile favori raccourci là, ça serait la suppression du bip de survitesse. On appuie dessus, terminé. Alors le confort, alors vu qu'on est en suspension pilotée, parce que cette voiture est optionnée quand même. Après c'est le concept allemand. Hein. Il y a genre 15 000 balles d'options, mais les 15 000 balles ils sont ouf quoi. C'est les suspensions pilotées, c'est le tête haute, le toit au pacifiant là. Bah en fait, non mais moi c'est plus ça qui m'ennuie dans ce système allemand à options. Sur une gamme de voitures,
Il y a des options que tu devrais pas avoir à mettre. Ils devraient déjà être de base dans le package en fait. Bon, sinon, confort des sièges. C'est dur. C'est mou. Dedans, quoi. C'est mou. C'est ça. Non, je me ferai pas avoir 2 fois. Non, c'est dur. C'est quand même assez bien enveloppant. Ouais, c'est pas hyper sport, mais t'es bien quoi. Il y a siège chauffant et ventilé, siège chauffant sur les 4 sièges et ventilé à l'avant. Oui, mais ils font un boucan de dingue dès qu'on dépasse la vitesse 2. Mais je trouve en plus qu'à 3, c'est pas si frais que ça. Non. Quand je vois un rapport, la dernière que j'ai pu essayer, qui était la Unix 5N, bah, au vitesse max, tu n'entendais pas et c'était vraiment frais, quoi. Ouais. Et donc les suspensions pilotées, soit tu le mets en soft, en mou, et franchement le confort il est incroyable, c'est tapis volant sur l'autoroute. Par contre tu peux raffermir la suspension, mais de toute façon, c'est pas une voiture sportive. C'est confortable, quoi. Ouais, voilà. Parlons d'ergonomie. Ouais. Ça va. Juste ce qui m'énerve, c'est qu'on est encore ici sur tous les boutons là. Sur du haptique, tactile. Enfin, c'est haptique, tactile, c'est un peu les deux. Alors, c'est pas du haptique complet. Non. Parce que c'est du bouton pression quand même. Ouais. Mais il y a du tactile dessus. Ouais. Là, par exemple, je vous le dis, on a très peur de merder dans la remise à zéro des consos. Parce que des fois, t'appuies au milieu et ça fait un swipe vers le haut. Ici, ce panneau là, c'est une grande plaque où tout est tactile. C'est une plaque basculante en fait. Enfin, je trouve que ça n'est pas très premium ce genre de bouton en fait. Non. Ouais. Par contre, à l'inverse des Volkswagen, on a un vrai bouton ici de volume qu'on tourne et on appuie dessus pour arrêter. Ça par contre, ça je kiffe. Bon, par contre, on l'a pas dit, c'est que il y a un bouton démarrer, mais il sert à rien quand on s'assoit dans la voiture, elle est démarrée, quand on sort, elle est éteinte. Il fait beau là. C'est super, je suis trop content. On est content. Ça fait 10 jours qu'on a la bagnole. Il fait beau tout le temps. Le seul jour où on peut tourner, c'est aujourd'hui, le 14 juillet. Il pleut. Voilà, on est ravis. Super. Et vu qu'il le ramène demain, on n'a pas trop le choix de le tourner aujourd'hui. Voilà. Qualité du GPS. Ah, il a quelle gueule ce GPS? Il y a un GPS. Alors moi, je le trouve très cool. C'est basé sur quand même un truc un peu mode Google Maps, mais c'est pas Google Maps. C'est pas la navigation Google Maps en tout cas. Il est assez cool, on va dire par exemple. Aller à Madrid. Madrid. Je lance le guidage. Donc moi je le trouve assez clair. Là il nous a fait une planification avec des arrêts recharge, 3 arrêts recharge pour aller à Madrid. T'es pas là à Madrid. Ouais, mais là on va pas à Madrid. Ah. On sait à quel pourcentage on va arriver à destination par contre. Hein? Ah, c'est nul, il n'y a pas les étapes. On sait pas à combien on arrive à l'étape. Alors en fait sur le GPS, il n'y a pas marqué le pourcentage batterie estimé à l'arrivée à la prochaine station de recharge. Mais dans l'écran derrière le volant, si on active la vue navigation à droite du compteur, et ben là on a toutes les informations qu'il nous faut. Le pourcentage auquel on va arriver, la charge qu'on doit faire, le temps pour recharger, etc. etc. C'est trop bien. Donc cette voiture elle est équipée d'Android Auto, Apple CarPlay comme la plupart des voitures aujourd'hui et sans fil. Il y a également le multiprofil, on l'a. Et ce qui est intéressant, c'est que le volant, il est réglable électriquement. En plus, par une petite molette qui est là sous le volant, pas par l'écran. Parce que quand tu passes par l'écran, franchement, c'est trop relou, quoi. Là, tu as une petite molette, tu fais tirer, monter, descendre, c'est trop simple. Et donc, c'est géré dans ton profil, c'est-à-dire que quand tu rentres dans ta voiture, tu mets ton profil, le volant se met aussi à ta position. Du coup, tu as siège, volant, rétro qui sont réglés, il restera que celui-là à régler. Quand est-ce qu'on va nous faire des rétros intérieurs réglables électriquement? Tu rentres dans ta voiture, tout se règle et tu dois faire. Pourquoi? D'ailleurs, on parle du rétroviseur. Faut avouer que la rétrovision, elle est quand même hyper étriquée. Et la voiture est dispo avec des rétro-caméras. Et sinon, il y a une appli mobile. Et l'appli mobile, elle est... À chier? Elle est... Non, c'est dur. T'as que, en gros, verrouiller, déverrouiller, où elle est, son état de charge et lancer la clim. Et lancer la clim. Et le basique, quoi. Bon, allez, on se retrouve à la fin de la ville. Avec les consos que vous n'aurez pas. Je vous dis tout de suite, niveau conso... C'est une grosse voiture, quoi. C'est une grosse voiture. En 20 pouces, ça se voit. Bon, et bien voilà, on arrive à la fin de la ville. Il pleuviote encore, ce qui est vraiment très mauvais signe pour notre trajet d'autoroute. Bah ouais, mais bon, on va faire avec. Donc je voulais dire qu'en ville, ça marche. Bon, c'est une très grande voiture, hein, quasiment 5 mètres, donc à garer, ça va être un enfer. Par contre, il y a un parc assist sur la voiture. C'est un parc assist à l'ancienne, tu sais, tu l'actives. Et tu te balades, il détecte des places au fur et à mesure, il n'en détecte jamais rien. Après, je connais ça. Une fois que c'est lancé, ça marche, mais tu trouves jamais la place que tu veux, donc c'est mort. Au final, tu perds tellement de temps qu'au final, tu le fais à la main. T'as tout intérêt à le faire toi-même. Mais sinon, c'est assez agréable. Le one pedal, ça va. Il n'y a pas un énorme feeling de pédale, mais... Ouais, c'est la bascule. Moi, je trouve qu'il y a quand même le point de bascule roue libre. Régène, je trouve qu'il n'y a pas assez de plage neutre. Ça m'a, en tout cas, gêné légèrement, moi. Oh, c'était gêné. Ouais, j'étais très gêné. Alors, on va pas pouvoir faire une compète de vitres maintenant, mais on la fera au début de l'autoroute. Tu vois là? Je trouve que les freins, faut vraiment y aller tout doux. Après, comme toute voiture, on doit s'habituer et à un moment donné, tu réussis à retrouver un feeling. C'est comme les gens qui conduisent une mode pédale pour la première fois, ils vont dire ah, c'est quoi ces à-coups, machin. Allez, photo, bon. C'est une conso d'autoroute? Ah non, c'est la ville.
Oui, voilà. La Ioniq 28 fait mieux sur autoroute que la Audi A6 en ville. Bon, eh ben on passe à la route. Allez. Le parcours routier, c'est 25 km composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Bon, allez, la route. On remet à zéro les consos. Alors, ne pas merder. L'ergonomie de ce bouton est dingue. Ok. C'est encore moi la route. On va parler des aides à la conduite là. Ça t'aimes bien ça. Surtout t'aimes bien les aides à la conduite sur route. Écoutez, on a été un tout petit peu dur avec cette voiture. On a montré quelques défauts parce qu'elle en a. Mais il y a un truc qui est vraiment dingue sur cette caisse. C'est le régulateur de vitesse. Donc pour le lancer, on tire sur la petite commande ici. Et quand on tire, il se met tout de suite à la vitesse à laquelle il a le droit de rouler. Il s'adapte automatiquement à la vitesse des panneaux. Normal, il s'adapte à la vitesse des panneaux en étant à la bonne vitesse au panneau. S'il y a un panneau 50 100 mètres devant, il va ralentir pour être à 50 km/h au panneau. D'ailleurs, par rapport à cette vitesse du panneau à distance, on le voit également sur le tête haute avec ce panneau qui colle la route et qui se lève vers la fin, qui est plutôt stylé. Mais personnellement, je trouve que ça peut pas foutre la gerbe, mais être un peu relou à force. Et je pense qu'à terme, je désactiverai à l'usage. Si tu veux pas que la voiture s'adapte automatiquement à la vitesse des panneaux, il y a une option pour que ça demande une confirmation. Et dans ce cas-là, à chaque fois qu'il y a un changement de panneau, dans ton tête haute, ça te dit le panneau a changé. Tire sur la manette du régulateur pour mettre à jour. En fait, de toute façon, à chaque fois que tu tires un petit coup comme ça s'adapte à la vitesse du panneau. C'est comme le bouton 7 de BMW. Mais ça, d'autres le font. Oui. Mais la voiture s'adapte aussi à la route. Par exemple, quand on arrive dans un rond-point, la voiture ralentit pour rentrer dans le rond-point. Et toi qui dis que souvent que c'est trop lent, elle, c'est Sébastien Loeb dans les ronds-points. D'accord. On verra plus tard, on va faire un autopilote challenge avec cette voiture et tu vas tester. Et je pense que tu vas te dire que tu aurais conduit comme ça dans le rond-point, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, très bien. Mais c'est pas tout. Quand tu mets une destination GPS dans ta voiture, par exemple que tu es dans une grande ligne droite et que d'un seul coup, ton GPS te dit qu'il faut que tu prennes une bifurcation à droite, et bien la voiture va ralentir à la bifurcation. Mais si tu roules sans GPS, que tu es sur cette ligne droite, qu'il y a une bifurcation à droite et que tu mets ton clignotant, elle se dit OK, il veut tourner. Elle t'affiche dans le tête haute un logo intersection et elle va ralentir pour te faire tourner. C'est dingue. Donc là, par exemple, je vais te montrer. À droite, là, il y a une route qui part pour aller à la ferme. Ouais. Là, je suis en autopilote à 80, il n'y a pas de raison. Je mets mon clignotant à droite. Tu vois, là, j'ai un logo croisement. Ouais. Et la voiture ralentit pour me faire tourner à droite. Ok. Elle a su que je voulais tourner à droite. Ok. C'est quand même dingue. Ça, c'est pas mal. Et cerise sur le gâteau, alors là, c'est la première fois qu'on C'est voit le ça. stop. Elle gère les stops. T'es au régulateur, il y a un stop. La voiture, si t'es en one pédale, elle détecte le stop, elle ralentit et elle s'arrête au stop. C'est dingue. Alors, ça marchait pas avec tous les stops, de ce qu'on a pu voir. Il y en a un, elle le voit moins bien. Elle le voit, elle ralentit, mais elle est... Bon, voilà. Donc, on a parlé du régulateur. Il est très bien. Oui, mais le lane assist, c'est un peu moins bon. Il y a des petits décrochages, un peu moins confiance. Il est quand même très très bien. Il est au-dessus du lot, mais il n'est pas au niveau du régulateur qui est juste dingue. Volant capacitif. Et il y a un truc que toi, tu kiffes dans les voitures. C'est pouvoir mettre le maintien dans la voie sans utiliser le régulateur. Exactement. Et ça, il n'y a aucune marque qui le fait à part Hyundai Kia. Eh ben regarde, si je coupe le régulateur et que j'appuie sur le bouton au bout du commodo de clignotant, j'ai le lane assist sans régulateur. Et ça, j'ai appris ça ce matin. Et bah oui, ça, je suis content. Et si je me mets à l'autopilote, donc régulateur plus lane assist, je peux appuyer là et je suis en régulateur simple. J'ai plus le lane assist, c'est moi qui conduis. C'est quand Donc même là, cool ça. Bah ouais, tout le monde devrait faire ça. Donc, Et il y a un autre élément quand même. Là, on parle du lane assist régulateur. Il y a aussi le maintien dans la voie passif, l'alerte de franchissement. Où là, je trouve qu'il est un peu trop présent sur des routes un peu départementales ou un peu étroites. Ça peut nous arriver de le désactiver complètement. Là, je trouve qu'il est encore au-dessus au niveau de l'intrusif. Après, ça se désactive en restant appuyé justement sur le bouton des clignotants. Le seul truc, c'est l'ergonomie, je trouve. Le fait d'avoir ça sur un bouton du clignotant. Par contre, il y a un truc qui est fou. Il y a deux choses qui sont folles. La première, c'est que là, tu vois, je suis en lane assist. Elle me centre sur la voie. Si je me mets là, elle vibre, mais le lane assist, il a pas décroché. Si je lâche, elle revient. Ah oui. C'est pas mal ça. Parce que les autres voitures, à partir du moment où tu changes de voie, même sans clignotant, elle décroche. Elle dit c'est bon, t'as repris la main, tant que tu m'as pas remis dans une voie, je fais rien quoi. Et le deuxième truc qui est rigolo sur cette voiture, c'est que quand tu es en autopilote complet, donc avec le lane assist, tu es sur la voie de droite. Tu mets ton clignotant pour passer sur la voie de gauche, elle va couper le lane assist de gauche. Ah oui. Mais elle garde celui de droite. C'est-à-dire qu'en fait, si tu mets ton clignotant à gauche, elle voudra pas que tu ailles à droite. Elle va te laisser, elle dit non, là, t'as pas le droit d'y aller. Tu peux couper que la voie de gauche. J'ai jamais vu ça, c'est assez original. Et du coup, c'est pour te garder en sécurité avec ce mur de protection de la voie où t'es pas censé aller, quoi. Mais exactement. Et par contre, le lane assist, tu vois, je suis libre dans ma voie quand même.
Oui, t'as J'ai pas pas un volant bloqué, je fais ce que je veux. Hein. On a parlé de l'Autopilot Challenge tout à l'heure. J'ai testé la détection des malaises. Tu vas le vivre. En fait, c'est ça à chaque fois, c'est que du coup, lui, il a pas l'effet de surprise parce qu'il l'a fait tout seul. Et après, moi, je suis le cobaye qui va d'un coup subir le truc. Après, j'adore. Je suis pressé de te faire vivre ça. Bon. Donc on va le tourner dans 2 heures, ce sera diffusé dans 2 ans. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater cet Autopilot Challenge où je découvre comment se comporte l'Audi A6 quand je fais un malaise. Tiens, d'ailleurs, par rapport au régulateur, un autre élément, c'est que la vitesse de consigne s'affiche pas sur le tête haute. Tu peux pas savoir quelle est la consigne par rapport à la vitesse à laquelle tu roules. Exactement. Non, faut regarder, du coup, il est en bas à droite là, mais... Bon, on arrive à la fin du trajet route. C'est très bizarre d'être ensemble dans la voiture. On n'a pas les mêmes réflexes. Non. Et du coup, on va retrouver la petite Ioniq 28. Mais oui, elle est là. Elle On nous l'a attend, pas volée. elle est là-bas, voilà. On va quand même tester le diamètre de braquage. Le diamètre de On va braquage. faire le rayon. Allez, est-ce que ça braque? En plus, tu veux le faire vite. On y va? Oui. Ça braque beaucoup, hein. Regarde ça. Ah, tu peux pas laisser braquer à fond, tu tapes la voiture. Notre étalon de test, est-ce qu'on peut faire le tour de la Ioniq 28 braquer à fond? Bah non, parce qu'on la touche. On la toucherait. Hein. Voilà. Alors qu'avec ma voiture, oui, sans problème. On peut en mettre deux, on peut mettre 2 Ioniq 28, c'est sûr. Il n'y a pas vraiment de mode P en fait dans cette bagnole aussi. Le mode P, c'est parking en fait. Faut appuyer sur le bouton parking et voilà. Mais à l'inverse de la Renault 4, quand tu appuies sur le bouton parking, ça passe en N. Oui. Sur la Renault 4, tu appuies sur parking, tu es encore en drive. Non, ça passe même pas en N, parce que N n'est pas allumé, c'est très bizarre. Ah non. Tu vois, c'est un autre mode, c'est le mode parking. Ah, c'est un mode parking. Voilà. Photo. Bah oui, c'est mieux. Le nom du trip court, c'est mémoire à court terme. Ça fait vraiment médical. Bon, j'abandonne mon micro ici Allez, et on passe à l'autoroute. allez, c'est parti. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Allô? Bonjour. Vous êtes... Mais qu'est-ce qui branle? Ouais, je suis en train de taper en même temps en fait. Bon, on va partir sur l'autoroute, Alex, mais avant, on va faire une petite compète de vitres. 3, 2, 1. Oh, Il y a pas de débat. Et l'arrière? vitre arrière. Je trouve ça dingue, ils ont des modèles aussi haut de gamme. Pour des gens qui veulent être confort dans leur voiture, bon bah. Bon, est-ce qu'on fait un petit Shifumi pour savoir qui part en premier? Je te sens bien là, je sens que tu vas gagner. En même temps, je me disais, est-ce que je ferais le vice de dire, si je gagne le Shifumi, c'est que j'aurai une Ioniq 6N. Allez, si tu gagnes le Shifumi, tu pars devant et tu auras une Ioniq 6N. Allez, c'est parti. Shifumi. Shifumi. On va suivre la chaîne parce que peut-être que j'aurai une Ioniq 6N alors. Bon bah je pars devant. Bon, donc malheureusement, il pleut un petit peu. On va quand même rouler à 130. J'ai failli être très triste si j'avais perdu. Quand il y a un réel enjeu, c'est-à-dire que tu veux vraiment gagner, tu gagnes. Allez, donc je remets à 0. Attends, hop, view. Si je passe pas en drive, forcément. Détection de passagers à l'arrière. Non, il y a juste il y a une toute petite sacoche avec un portefeuille. Alors c'est vraiment un tout petit passager. Hein. Ah, il y a tes feux qui se sont allumés, t'as ton logo Audi derrière qui est allumé en rouge. Alors l'accélération... Oh bah c'est très correct. En même temps il y a 380 chevaux hein. Et du coup dans le tête haute là il y a comme un cône en radar pour indiquer en gros ce qu'il détecte et où il détecte. C'est sympa d'avoir cette info. Par contre je trouve que c'est une information qui est quand même très prenante au niveau graphique pour quelque chose qui est pas si utile que ça en permanence. Bah, sur l'autoroute, c'est un petit peu comme la voiture noire chez Tesla. C'est-à-dire que ça va t'indiquer sur quelle voiture elle se base. Par exemple, cette voiture, elle double pas par la droite. Quand tu es sur la voie de droite et qu'il y a un mec à gauche qui roule moins vite que toi, le cône va indiquer que c'est cette voiture-là, celle qui est sur la voie de gauche, qui est sa référence. Tu sais sur quoi se base la voiture. Mais c'est vrai que graphiquement, c'est assez visuel. Par contre, au moins, tu sais que l'autopilote est lancé quand tu as ce truc-là, quoi. Bon bah il pleut plus donc c'est cool, mais la route est sèche. Ouais donc là il y a aucune incidence. Trop cool. Donc on est sur l'autoroute et ce qui est important sur l'autoroute pour faire des trajets le plus rapidement possible, c'est l'ensemble conso, vitesse de charge, autonomie. Au niveau de la charge, c'est quoi? C'est comment? Donc le 1080 il est donné pour 21 minutes et il me semble que tu l'as testé d'ailleurs. Ouais, hier je me suis fait yesh. Déjà j'ai été voir si c'était bien un 1080 en 21 minutes, c'est le cas. Et j'ai fait une courbe de charge, je vous l'affiche maintenant là. C'est une courbe de charge qui fait un peu des plateaux. Elle a un comportement assez particulier et j'ai remarqué que c'est exactement, enfin ça ressemble beaucoup à la courbe de charge
de la Xpeng G9 qui est pareil en 800 volts et qui pareil fait un 1080 en 21 minutes et qui a une taille de batterie plus ou moins équivalente. Je vous mets les deux là, vous allez voir, c'est pareil. C'est assez bizarre parce que chez Volkswagen, donc il y a l'i17 qui fait un 1080 en 25 minutes, donc c'est pas beaucoup plus long que cette voiture là qui est en 800 volts alors que la Volkswagen est en 400. C'est du 800 volts mais qui performe pas non plus de ouf quoi. En fait, bizarrement, malgré qu'elle soit en 800 volts, en fait elle est entre la Ioniq 6 et l'ID7. Du coup c'est 3 minutes de plus qu'une Ioniq 6, c'est 4 minutes de moins qu'une ID7. Donc concernant la recharge, elle a également le plug and charge et elle a également l'autocharge qui n'est pas une norme là pour le coup, qui est chaque opérateur met en place son système d'autocharge. Donc Electra a le sien, Fastned a le sien, Driveco a le sien depuis peu, enfin voilà, etc. Chaque opérateur peut le proposer. Donc là elle l'a également, enfin elle est compatible également. Ensuite sur autoroute, pour charger vite, il faut également arriver avec une température de batterie à la bonne température. Comme on l'a vu, on peut afficher au tableau de bord la température de la batterie ou via le menu recharge. Pour qu'elle soit à la bonne température, il faut lancer un préconditionnement de la batterie. Et là sur cette voiture, contrairement à Volkswagen qui permet le préconditionnement manuel où on a un bouton où je peux dire voilà lance le préconditionnement de la voiture, là on peut pas. Le seul moyen de la faire arriver à bonne température, c'est d'avoir via le planificateur comme destination une borne de recharge. Et là c'est la voiture toute seule qui va activer le préconditionnement au bon moment pour arriver à la température optimale quand on arrivera pour se recharger. Et donc ça veut dire qu'elle a un planificateur. Elle a donc un planificateur. De ce qu'on a vu, c'est pas mal mais c'est pas ouf non plus quand même. On peut régler le pourcentage à l'arrivée aux bornes, le pourcentage arrivé à destination, donc ça c'est très bien. Alors moi je trouve qu'il fait une bonne sélection de bornes. Par contre quand ça te met une borne, tu peux pas vraiment la changer. Par contre il y a un truc qui est cool, c'est que tu peux virer la planification, donc avoir juste ton tracé GPS et ensuite au fur et à mesure de ton parcours chercher des bornes. Ça c'est cool parce que quand même c'est une voiture avec laquelle il faut planifier un tout petit peu, en tout cas si tu veux entre guillemets performer, parce que vu que c'est du 800 volts et que ça prend 280 kW, le but du jeu c'est de pas tomber sur une totale en 175 quoi. Donc c'est quand même intéressant de surveiller un petit peu. Et d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur ce planificateur et comment il se comporte sur long trajet, prochainement il y a une vidéo où JC remonte la voiture, d'ailleurs c'est demain physiquement mais du coup la vidéo arrivera plusieurs semaines après celle-ci, où vous pourrez voir plus de détails sur comment planifier avec cette voiture et comment elle se comporte sur long trajet. Je fais exactement le même trajet qu'avec l'i17 que vous avez déjà vu sur la chaîne, je vous mets la vidéo là. J'avais fait un arrêt recharge de 21 minutes, j'étais arrivé à 20% à Paris. Je vais exactement au même endroit, elle a plus de batterie et elle charge plus vite. Normalement ça va être juste une dinguerie ce trajet. Ouais, c'est clair. Donc on l'a dit tout à l'heure, elle a pas le changement de voie auto. Et la grande question, est-ce qu'elle accélère quand on double? J'arrive derrière une voiture, je vais me laisser ralentir. D'ailleurs je suis au niveau minimal là pour le test, là je suis en 1. Et pour le coup elle ralentit vraiment très tard. Là pour le coup pour se faire enfermer, il faut vraiment s'endormir parce que c'est vraiment au dernier moment qu'elle va commencer à ralentir. Donc là je suis à 108, je mets le clignotant, voilà, accélère direct. Et là ça y est, je suis quasiment à 130, ça y est. Donc là impeccable, franchement j'ai mis le clignotant et je senti qu'il commençait à bondir tout de suite. Donc ça c'est nickel. Franchement c'est une autoroutière de malade. Reste à voir la conso quoi. Et un autre truc qui est quand même hyper intéressant, alors là je suis pas sûr d'avoir les circonstances pour vous le montrer, mais du coup je vais vous l'expliquer. Ça peut arriver quand on va dépasser une voiture, on a une voiture qui est je sais pas à 128 km/h, qui est pas au régulateur devant nous. On la dépasse, on est à 130, on la dépasse tranquillement et quand on est en train de la dépasser, en fait elle accélère, elle s'en rend pas trop compte, voire il veut pas se faire doubler donc il accélère un petit peu. Là en fait en tirant sur le levier du régulateur de vitesse, la voiture va accélérer comme si on appuyait sur un pédale d'accélérateur et ça va nous permettre de dépasser un peu la vitesse. Et dès qu'on relâche le levier, elle se remet à la vitesse du régulateur. Donc du coup on a un petit boost qu'on peut faire juste au levier sans avoir besoin d'utiliser la pédale d'accélérateur. C'est plutôt sympa. Tiens, je vais tester, je vais me mettre à 140 pour voir. Alors juste pour voir. Là elle détecte la voiture à gauche. Du coup elle se met à 132, 131. Là voilà. J'ai mis 140 comme consigne. Et là je roule à 126 à droite parce qu'elle détecte qu'il y a la voiture à gauche et j'ai bien le radar qui me dit qu'elle est limitée par cette voiture qui est à gauche. Mais tout devrait le faire ça, voilà. Mais ouais, les régulateurs qui doublent pas par la droite, c'est trop cool. T'as vraiment rien à gérer, c'est ta voiture, elle sait qu'il faut pas le faire quoi. Et je voudrais juste dire un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure sur la route. Il y a un limiteur de vitesse sur cette voiture et on n'en parle jamais des limiteurs de vitesse, mais c'est souvent le cas actuellement avec les ADAS nouvelle génération, c'est que le limiteur de vitesse est automatique lui aussi. C'est-à-dire qu'il s'adapte automatiquement à la vitesse à laquelle tu peux rouler. Ça c'est assez cool. Ah tiens, pareil un truc qu'on n'a pas dit, alors c'est plus lié au TTO, donc ça dépend des options de la voiture, mais c'est quand on accélère, et pas forcément à fond, mais quand on accélère un petit peu, en fait le tête haute, le compteur en fait grossit, enfin comme s'il se rapprochait pour donner une sensation de double accélération en fait. Donc pareil c'est rigolo, c'est à noter que ouais, ils ont essayé de travailler aussi là-dessus pour apporter un peu de sensation supplémentaire à l'accélération, de faire grossir le chiffre du compteur. Et il y a un autre truc aussi qui est assez intéressant dans le tête haute, c'est que quand tu roules un peu trop près de la voiture de devant, t'as des énormes flèches rouges qui apparaissent pour te dire que t'es trop près. C'est un truc que tu peux désactiver dans les options. Mais en
gros, c'est quelque chose qui te dit que là, t'es pas dans les distances de sécurité acceptables, quoi. Je trouve ça assez bien. Allez, on sort, on a fait la moitié. Je voulais dire un autre truc par rapport aux têtes hautes, un dernier. C'est évidemment comme dans les Volkswagen, tu as la réalité augmentée pour le GPS, c'est-à-dire que tu as des grosses flèches qui apparaissent aux endroits où tu dois tourner. Et ce qui fait que tu peux vraiment définir une destination dans ton GPS et ne jamais regarder ton GPS et seulement suivre ton tête haute qui te dit où passer avec des flèches bien claires. C'est génial. C'est tech, mais en même temps c'est utile. C'est ah oui, je passe. Bah oui, parce que voilà, maintenant c'est moi qui passe devant. Je la trouve vraiment trop belle cette voiture. Bon bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de se retrouver à la fin de l'autoroute. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, on arrive à la fin du trajet autoroute. Alex vient de me dire que possiblement il s'était trompé de micro. Il a allumé le micro qui était dans le vide-poche et celui qui était à son col n'était pas allumé. Non, 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 je ne tournerai pas ça comme ça. Non, je veux bien prendre des responsabilités et pas complète. C'est que lui, il n'a pas éteint son micro qui était là. Et du coup, moi, quand j'ai vérifié, j'ai vu que le micro était actif. Donc, je fais, c'est bon, j'ai mon micro. Sauf qu'en fait, mon micro était pas allumé, mais j'avais une mauvaise information. Et les torts sont partagés. Donc, si le son de la séquence autoroute dans la voiture d'Alex était pas très bon, c'est normal. De toute façon, vous savez, quoi. Vous doutez bien que ça sera jamais bien. Bon, allez, on arrive. Là, je suis vraiment curieux de savoir à combien t'es. Alors, je t'avoue, j'ai même pas regardé. Donc, j'aurai la surprise en même temps que toi. Bah, moi, j'aurais pas la surprise vu que je saurais pas. Parce qu'on donne toutes les consos à la fin, je vous le rappelle. Dernier virage, PNC aux portes, désarmement des toboggans. Ah, je me suis peut-être mis à peu près des brindilles, là. Bon, là, en gros, l'Audi, elle a intérêt à avoir performé parce que moi, j'ai encore une très très bonne conso d'autoroute. Voyons ce qu'en pense Alex. Waouh, il est hyper incurvé. Je vais le montrer. L'écran, il est hyper incurvé. Quand tu l'as en face de toi, tu t'en rends pas compte. C'est une voiture du conducteur, quoi. Bon alors, Alex, tu vas penser très fort à ta conso et à 3, je te regarde. 1, 2, 3. Je sais pas s'il a une bonne conso ou s'il veut me tuer. Je peux te dire que on sent qu'elle a été optimisée pour l'autoroute. Ah, je pense qu'on est en dessous des 20. Je peux te dire oui, déjà. Faut pas dire assez loin des 20, mais on touche pas les 20. Sinon, je voulais dire, parce qu'on l'a pas dit dans l'intro, on est monté en jantes 20 pouces. Ok. On est en Michelin Pilot Sport EV en 235/45 R20. Voilà. J'aime bien ces pneus-là, moi. Les Pilot Sport EV? Bah, c'est ceux qu'on a sur la Unix 5 et c'était super. Par rapport au Pirelli P0 qui se bouffe 2 fois plus vite et limite... Bon, bref, j'adore les Michelin Pilot Sport EV. Bon, maintenant... Pilote, Sport, Michelin. Ta gueule, putain. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Michelin. T'as reçu de la thune en loose day ou... Non. Tu montreras ton compte, s'il te plaît. S'il fait des OP dans mon dos, ce serait quand même abusé. Hein. Michelin, c'est bien. Vous voulez des pneus? Prenez des pneus Michelin. Bon, est-ce qu'on n'irait pas faire un test de régène? Oui, on va faire un test de régène. On va voir combien de mètres elle parcourt pour passer de 80 à 0 km/h. C'est parti. Attends, avant que ce soit vraiment parti, pronostic. Ah, c'est dur là. Je me place 140 mètres, c'est bon, ça y est. Putain, mais je pensais 140 dans ma tête. Je l'ai passé premier, t'es obligé d'aligner maintenant. Allez, 139. Je pense qu'il a raison. Je pense que c'est en dessous de 140. Allez, c'est parti. Et bien voilà, ce coin, vous le reconnaissez, c'est le coin du test de régène. Alex, il est là, c'est parti. Regardez comment il se la pète dans son Audi. Arrogant, va. Bon, c'est simple. Il se met au bout de la rue, il met le régulateur à 80 et quand il passe devant moi, il coupe le régulateur. Il est en one pédale, donc il va se laisser aller de 80 à 0 km/h et moi, je vais mesurer la distance qu'il parcourt avec un télémètre laser. J'ai oublié de le prendre. Voilà, c'est lui, le télémètre laser. Donc c'est parti. Allez, on accélère le régulateur à 80. Dès que j'arrive au niveau du JC, je coupe. Waouh! Alors, les feux stop se sont allumés tout de suite, donc ça laisse présager une courte distance. Là, je suis en mode B. J'attends qu'elle aille jusqu'à l'arrêt complet. Ah, ça me paraît long. J'attends qu'ils mettent les warnings. Je suis arrêté. Les warnings, ils sont ici. 122 mètres. Alors là, on a complètement foiré nos prévisions. Hein. On va faire un deuxième essai. J'aurais tendance à penser que t'as gagné. Que c'est plus que 140 mètres? Ouais. Ok. Ah, le mec, poker face, quoi. Tu sais. Vous le savez, vous, la réponse. J'ai trouvé ça long. Ok. On en refait un deuxième? Ouais. Pour vérifier? C'est pour ça qu'il ne faut pas faire confiance à cette personne. Il se dit testeur de bagnole, il n'arrive même pas à ressentir la régène. Remarque moi aussi. Bon. Allez, deuxième essai. Ah, ça me paraît mieux celui-là. Ok. 122 mètres.
Ça m'a paru mieux celui-là. Alors, c'était exactement la même distance. Ah ouais? Alors, plus ou moins 140 mètres, Ah, je pensais quand même en dessous de 140 mètres. 122. Non. Ben oui. Ah, j'aurais jamais dit autant au niveau feeling. Voilà. En fait, elle doit être progressive. Parce qu'au départ, quand ça lâche, il n'y a pas un gros frein tout de suite. Y a un Bon, truc- j'ai gagné quand même malgré tout. Et voici le moment des consommations. Oui, ils vont enfin savoir combien elle a consommé sur autoroute. C'est vrai, parce que je suis le seul à avoir un seul suspense. Donc, il y a un tableau qui s'affiche là. Hop là, magie des effets spéciaux. Et donc, on n'a pas Unique 28, ville-route. Oui. Donc, on va prendre un test référence dans les mêmes conditions météo. Exactement. Donc, on a pris le test du Kia e-Niro qui se faisait sous un ciel gris un petit peu pluvieux. Donc, comme aujourd'hui. Donc, parfait. Et donc, la Ioniq 28, lors de cet essai, en ville, elle avait consommé 9 kWh au 100. Alors, combien elle a consommé à l'Audi A6? Bah, l'Audi A6, elle a consommé 15,3 en ville. On a fait 16 km à 28 km/h. La moyenne habituelle, quoi. Voilà. On passe à la route. Lors de l'essai de la Kia e-Niro, la Ioniq 28, sur ses 25 km de route, elle avait consommé 10,2 kWh au 100. L'Audi A6, elle a fait mieux que la ville. Elle a fait un 14,4 sur route. Donc on sent que l'efficience commence à se tirer vers la vitesse plus rapide. Voilà, là il y a le pourcentage d'écart entre la Ioniq Enfin là plutôt. et l'Audi. Mais oui, mais si je monte la Ioniq, Ah, parce que le pourcentage est là. oui, Mais la Ioniq, elle est là. oui, Et l'Audi, elle est là. c'est ça. Et ben il se réduit le pourcentage. Ah, est-ce qu'il va se réduire encore ou est-ce qu'il va Eh ben, reprendre je un sais petit pas, suspense. Parce que là, on passe à l'autoroute et Ah. c'est vraiment le chiffre d'autoroute qu'on a envie de savoir. Pour ensuite, nous, dans nos tableaux, calculer le temps pour faire 1000 km, son autonomie, etc. Sa vitesse de charge en Sa vitesse de kilomètre charge heure. Voilà, exactement. Donc, sur l'autoroute, on a fait 87,4 km à 118 km/h de moyenne, donc très bien. Et elle a consommé 15, donc effectivement, moins que l'Audi en ville. T'imagines quand même? Elle roule à 30, elle roule à 130 et elle consomme moins, c'est quand même fou. Bon, on va quand même rappeler que c'est pas une comparaison directe. Oui, mais quand voilà. même. C'est fou. Et toi, tu disais, si elle fait moins de 20, c'est bien. Ouais, moins de 20 c'est bien, c'est un super slogan en plus. Voilà. Et en fait, elle a fait moins de 19. Waouh. Elle a fait proche des 18. Hein? Elle a fait 18,4. Ah ouais. Donc c'est vraiment pas mal. Ah ouais. Bon, vu qu'elle a fait une conso un peu basse Ça va remonter un peu. dans nos tableaux. Mais Ah ouais. Donc maintenant qu'on a toutes les consos, eh ben, moulinette. moulinette, tableau, résultat, chiffres, c'est parti. Allez, c'est le moment que tous les amoureux des chiffres attendent. Je vous explique comment ça marche. D'abord, on fait une moyenne de toutes les consos de la Ioniq 28 depuis le début de nos essais. Et ensuite, on applique à ces consos moyennes les pourcentages d'écart qu'on a relevés aujourd'hui pour chaque tronçon, soit plus 70% en ville, plus 41% sur route et plus 23% sur autoroute. Et donc, on arrive aux consos normalisées suivantes, 15,8 en ville, 14,3 sur route et 18,6 sur autoroute, soit une conso mixte de 16,6 kWh au 100. Si on croise ces consos et la taille de la batterie, ça fait les autonomies suivantes. En ville, 601 km, sur route, 664 km et sur autoroute, entre 90%, soit entre deux bornes de recharge, 339 km. La voiture, lors de tout notre essai, nous indique avoir consommé 36,75 kWh au tableau de bord. On a remis la voiture à charger jusqu'à 100% et la borne nous indique avoir renvoyé 41,45 kWh, ce qui crée un écart à la recharge de 12,8%, ce qui est vraiment très bon. Si on applique cet écart à la recharge à la conso mixte calculé précédemment, on passe de 16,6 à 18,7 kWh au 100. Ça, c'est ce que vous consommez vraiment en électricité. Et ça place l'Audi A6 e-tron Performance à la 34e position de notre classement actuel. Et le classement, le voici. La 6 e-tron arrive en dernière position des berlines routières, mais assez loin de la i17 Tourer Pro S. Avec les consos qu'on a calculés, la taille de la batterie et les vitesses de recharge, eh ben on peut simuler un temps pour faire 1000 km. Et là, l'Audi A6 e-tron Performance s'illustre. Elle arrive deuxième juste derrière la Ioniq 6 RWD en 9h30. Au niveau de la vitesse de recharge, c'est pareil, deuxième position, avec une vitesse de recharge moyenne de 969 km rechargés par heure. Bravo Audi. Au niveau du coût des recharges, en prenant la conso mixte, avec un coût de l'électricité de 20 centimes le kilowattheure, les recharges à la maison vous coûteront 3,70 € les 100 km. Et sur l'autoroute, 11,60 € les 100 km. Et enfin, niveau freinage régénératif, on l'a vu, 122 mètres pour passer de 80 à 0 km/h. Ça place l'Audi A6 e-tron en 6e position. Et si vous voulez retrouver tous ces classements, eh ben c'est où? Bah c'est sur la chaîne LV.fr, voilà. Waouh, quel beau tableau. Bon là maintenant vous savez tout sur l'Audi A6 au niveau de ces chiffres. Donc demain, je pars avec l'Audi A6. Je vais essayer de battre le record que j'ai fait avec la Volkswagen ID7, c'est-à-dire 650 km en gros avec une pause de 21 minutes en arrivant à 20% à destination à Paris. En sachant que tu respectes les limitations de vitesse, que tu fais pas un cannonball là. Mais là, je parle même pas de temps. Je parle juste
combien de temps je charge. Voilà. En combien de pauses je peux arriver à Paris. Bon bah voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette Audi. Nous, on a été un peu dur parce que on est critique et qu'elle vaut quand même 100 000 euros. Mais néanmoins, moi je le dis, j'aime beaucoup cette voiture. Alors, elle existe dans une version avec une plus petite batterie, 77 kWh, quelque chose comme ça, je pense que ça suffit amplement. Mais moi j'aime beaucoup cette voiture, je trouve qu'au niveau tech c'est cool, au niveau conduite c'est cool. Il y a 2-3 petits défauts, mais franchement c'est top. Par contre, évidemment, à 100 000 balles, je suis pas sûr que je prends ça. Son problème, c'est que, on l'a pas dit d'ailleurs dans le test, en termes de feeling de conduite, c'est un peu comme Volkswagen. La voiture est cool, mais t'en sors pas avec la banane. Il n'y a pas un vrai kiff. Ouais, il n'y a pas la banane. Le seul kiff que ça peut avoir, c'est un peu le côté, alors pour ceux qui sont amoureux de la marque, côté un peu, je suis dans une Audi, peut-être la prestance extérieure, mais est-ce que ça vaut tout cet écart technologique? On a plus la banane dans une BMW moins puissante. Mais l'OS ici, il est mieux que chez BM. Mais bon, c'est du 800 volts, il y a du compromis. Ouais, bref. Donc voilà, la première Audi sur la chaîne, c'est fait. Ouais, c'est vrai. Bon allez, sur ce, à la prochaine pour une autre vidéo. Salut. La bise.